C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Charlotte Sarthe de Smart 4D Digital Aquitaine. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire en partenariat avec Aerospace Valley. Et avant de commencer, je vais vous donner quelques consignes pour aider au bon déroulement de la visio. Puis je passerai la parole à Philippe Fioravanti de Aerospace Valley qui animera avec moi ce webinaire. Donc, privilégiez les navigateurs Chrome et Mozilla et surtout coupez vos micros pendant la session. Vous pourrez poser vos questions directement dans le chat. Nous y reviendrons après chaque intervention ou à la fin du webinaire. Et enfin, un replay vous sera envoyé à la fin du webinaire. Je vous laisse lire quelques règles pour ne pas perturber l'écoute. Et enfin, je vais laisser la parole à Philippe. À toutes et à tous, Digital Aquitaine et Aerospace Valley s'associent pour partager avec vous une valeur commune qui va prendre de plus en plus de sens dans les semaines et mois à venir. Il s'agit de la nécessité de travailler, optimiser son organisation, et ce, bien avant de faire des choix qui peuvent s'avérer structurants pour l'entreprise. Pour ce faire, l'approche Lean, qui est accessible par tous, nous paraît tout indiquée. En effet, la crise sanitaire que nous venons de vivre a déjà commencé à laisser des traces sur le plan économique et beaucoup d'entreprises vont continuer d'être impactées dans les semaines et mois à venir par des adaptations nécessaires, par des transformations, par de nouvelles attentes sociétales, une société plus verte, travailler à distance, travailler différemment. Mais également par des environnements plus complexes et surtout plus volatiles. Bon, et j'en passe et des meilleurs. Donc, bien entendu, vous avez pu suivre l'actualité. Un premier plan de relance au niveau national a été annoncé pour la filière aéro. Il a été relayé en région par l'adaptation du plan Maris-Bastier. Bon, donc il se suivra, bien entendu, dans les semaines à venir, d'autres plans de relance pour d'autres filières. Donc, ceci étant, il reste maintenant à rebondir. Il reste à rebondir, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit grand groupe, ETI, PME, TPE, dans tous les secteurs de l'entreprise. Bien souvent, on s'attache à la production, mais vous verrez au travers des approches de 12 intervenants que pas que. La R&D est importante, les services sont importants, l'MCO est important, le démantèlement, le retail, et tout peut se travailler au travers de l'organisation. Il faut également y aller de façon frugale. Aujourd'hui, les finances des entreprises ne sont pas forcément au beau fixe, donc il est illusoire de travailler à coup de gros investissements, au moins au début. Il nous faut bien entendu le concours de tous les collaborateurs et surtout, penser à se transformer soi-même. Et c'est dans cette opportunité de rebond, ainsi que d'une certaine chronologie à respecter, que nos 4 intervenants de ce matin vont nous parler. Donc nous allons respectivement accueillir Charles Bourrinet, qui est de la société Aldebaran de conseil. Il est sensei auprès de dirigeants d'entreprise, donc il vous en dira un peu plus. Et il est également membre de l'Institut Lean France. Nous accueillerons également Madame Frédérique Doumic de la société Seven Shape School. Elle est CEO associée dans cette société. Elle produit des serious games pour l'enseignement du Lean et bientôt, vous verrez, du Lean Green. Nous aurons également Arnaud Favareil de la société ITK, qui est également CEO associé. Il n'est pas spécialiste du Lean, mais lui, par contre, il est spécialiste dans les processus outillés via le numérique. Et enfin, nous aurons Christophe Riboulet, qui est dirigeant de la société Proditech. Il est membre de l'Institut Lean France. Il est également coprésident très nouvellement élu du cluster Aquitaine Robotics et il nous fera part de son rétex suite à une transformation, à la transformation de son entreprise qu'il a lui-même conduit.
Pour ma part, je me présente, Philippe Fioravanti, je suis détaché de la société Dassault Aviation auprès de Aerospace Valley, où j'anime le projet Industrie 4.0. Voilà, j'aurai donc ce matin pour mission de relayer auprès de nos intervenants les questions que vous poserez sur le chat, et j'espère qu'il y en aura de nombreuses. Enfin, à la technique, nous avons Charlotte et Stéphanie, sans qui ce webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, au nom de Digital Aquitaine et d'Aerospace Valley, je vous souhaite de passer un très bon moment avec nos intervenants et surtout, n'hésitez pas à les solliciter via vos innombrables questions. Charles, à toi. Écoute, merci Philippe. Merci pour cette présentation. Donc, je m'appelle Charles Bourrinet. On va faire un petit tour dans le monde du Lean. Alors, je ne sais pas si vous savez surfer, mais les quelques périodes qui s'annoncent et les prochaines années vont nécessiter de savoir surfer parce que notre monde bouge. Il bouge de plus en plus vite et si on devait rapprocher quelque chose, une discipline, à ce qui peut être notre futur environnement, c'est le surf. Alors, pourquoi ça bouge? Et il faut s'adapter parce que nous sommes, et comme l'a dit tout à l'heure Philippe, dans un monde complexe, incertain, volatile. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le VUCA, nous amène à nous reposer des questions très régulièrement sur notre marché, sur notre façon de faire. Ce n'est pas parce que nous avons une société qu'elle s'inscrit, on va dire, dans la pérennité. C'est à nous de nous transformer très régulièrement. Top. Prochain slide. Alors, si on doit reprendre une expérience et se baser sur ce que c'est que le Lean et d'où vient le Lean, ce qui me semble être le plus intéressant pour comprendre quelle est cette stratégie. Alors, une petite société dans les années 1937 décide de vouloir faire des automobiles au Japon. Il se passe la guerre et en 1945, le pays est complètement ruiné. Il n'y a plus de cadre. Les machines sont très rares et c'est très difficile de relancer une industrie. À tel point qu'en 1950, c'est un moment clé. Toyota, pour la citer, est tout près de déposer. Et là, pour X raisons, les banques ne les soutiennent plus. Non, avant, s'il vous plaît. Toyota décide de se dire nous n'avons plus de financement de la part de nos banques, nous avons des grèves à répétition, comment pouvons-nous faire? Et là, le dirigeant de l'époque se dit écoutez, nous ne pouvons compter que sur une chose, c'est ce que nous avons. Et ce que nous avons de plus cher, c'est finalement nos collaborateurs et nos partenaires qui nous ont fait confiance jusqu'à présent. Et c'est sur cette base-là que Toyota s'est réinventé. Et 60 ans après, cette même société numéro 1 mondiale des automobiles. C'est ce que je vous propose que nous ayons explorer sur cette idée de le Lean, qui est l'art du peu, finalement, inventé par Toyota. Suivant. Alors, le Lean, c'est un concept qui est relativement mal compris. Alors, Lean, en anglais, on pourrait le traduire par maigre, mais ce n'est pas vraiment maigre qu'il faut. C'est plutôt athlétique, agile, souple, saillant. C'est avant tout quelque chose qu'on pourrait représenter comme une révolution de la pensée du chef d'entreprise et de ses collaborateurs, et surtout pas ce que beaucoup considèrent être le Lean comme une sorte de boîte à outils. Certes, il y a une boîte à outils, il n'y a pas de problème à cela, mais ça n'est pas, on va dire, le fond de la démarche. C'est avant tout plutôt une transformation de l'état d'esprit en un apprentissage continuel de chacun à la résolution de problèmes et aux différentes problématiques qui se posent au sein de l'entreprise. Et nous allons voir sur quelle dominante nous travaillons au travers du Lean. Donc, on revient sur cet état de l'art du peu, essayer de trouver des choses simples. Alors, 3 idéaux au sein du Lean. Le premier, qui est vraiment la clé de voûte de tout, c'est la satisfaction pleine et entière de chaque client. Chaque client est le centre de nos préoccupations. On ne va pas parler de segment de client, on va parler de l'entreprise Tartampion, l'entreprise
T-Rex, chacun est une entreprise à part entière sur laquelle nous allons nous préoccuper individuellement et essayer de leur faire amener à la plus grande et la meilleure expérience, parce que c'est parce qu'ils ont une extrêmement bonne expérience avec nous qu'ils continueront à travailler avec nous et nous feront un très bon bouche à oreille. Deuxième concept, c'est l'idée de simplifier au maximum les flux. Aujourd'hui, avec le temps, nos processus sont devenus très lourds, très complexes. Nous avons rajouté des choses sur des choses sur des choses, c'est-à-dire une stratification qui fait qu'avec le temps, c'est devenu moins souple, moins fluide, et toutes ces finalement bêtises que nous avons rajoutées sur ces processus font que ça coûte beaucoup plus cher et ces coûts, nous les impactons sur nos clients. Et nos clients, au bout d'un certain temps, trouvent que nos propositions sont beaucoup moins intéressantes parce que rapport qualité-prix est très faible. Dernier point, un idéal de management. Cet idéal de management, c'est ce qu'on appelle respect for people, dans l'idée de comment assurer que chacun de nos collaborateurs puisse avoir une journée de réussite en leur simplifiant le plus possible leur activité, en les formant, en faisant en sorte qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et non pas qu'ils soient victimes du système dans lequel aujourd'hui ils viennent travailler. Toute l'idée qu'il y a par derrière, c'est le burn-out ou le burn-out des gens qui sont en train de se dire « mais qu'est-ce que je fais là? On marche sur la tête dans cette entreprise ». Donc, ces trois idéaux sont les concepts de fond qui nous amènent à cette idée du lean, une entreprise beaucoup plus agile pour ses clients. Alors, pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait transformation du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, finalement, a une idée relativement peu claire de quelle est l'entreprise qu'il dirige. C'est ce qu'on appelle des misconceptions. C'est ces idées fausses qu'il se fait au fond de son bureau ou la nuit, où il réinvente son entreprise, l'amène à finalement rêver son entreprise plus qu'elle n'est réellement. Donc le lean, c'est finalement avoir une discipline de redécouvrir perpétuellement son entreprise, aller très régulièrement sur le terrain, voir et créer une dynamique pour que chacun des collaborateurs puisse comprendre que le chef d'entreprise est en compréhension de ce qui s'y passe et que nous puissions parler de la réalité de nos quotidiens. Alors c'est pour ça que autant dans l'industrie que dans la tech, le lean s'applique autant que dans la banque. Et moi, j'accompagne autant des entreprises qui se trouvent dans l'industrie, petites ou grosses, que dans la tech pour scaler, pour trouver de nouvelles façons de se transformer et de répondre au mieux à ses clients. Suivant. Alors, le lean est une discipline qui s'apprend. On ne peut pas apprendre par soi-même à devenir lean. Il faut que le chef d'entreprise se fasse accompagner, guider. Et c'est en ça que le sensei a un rôle. Alors, le sensei, ce n'est pas vraiment un concept qui est très connu. Ce n'est pas un consultant. Un consultant, on le fait venir pour qu'il change à notre place ou qu'il fasse des choses à notre place. Ce n'est pas un formateur. Il n'est pas là pour enseigner à proprement parler. Ça n'est pas un gourou. C'est quelqu'un qui amène le chef d'entreprise à voir ce qu'il ne voit plus, à regarder les choses différemment, en faisant un pas de côté, en cernant quels sont les sujets qui méritent d'être attaqués par l'ensemble des collaborateurs. Et le sensei, c'est celui aussi qui pousse le chef d'entreprise à faire le pas d'après, qui lui permettra d'avancer continuellement, petit pas par grands bonds, mais par petits pas successifs, qui vont amener sa transformation au fil des années. Suivant. Alors, pour reprendre cette formule de Tom Peters, qui est un gourou du management,
Pourquoi le sensei est important? Parce que le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur et seul le chef d'entreprise sera celui qui acceptera d'ouvrir et de faire ces changements. Donc tout à l'heure, Christophe Riboulet vous présentera lui sa propre transformation, en quoi la nécessité qu'on l'accompagne pour aller sur ce chemin du Lean, qui est un chemin qui est perpétuel et qui dure pour lui depuis des années, et on verra, ce n'est pas quelque chose qui se gère en quelques mois, mais c'est un chemin de plusieurs années. Voilà, merci. Je passe la parole à Frédéric. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Frédéric Covin-Doumik de la société Seven Shapes. Et moi, je vais vous parler de l'étape qui suit l'arrivée de votre sensei dans votre entreprise, c'est-à-dire la formation de toute l'équipe. Slide suivante. Donc, comme l'a dit Charles, le Lean, qu'on peut aussi appeler l'amélioration continue, c'est un long chemin. Et beaucoup de gens en rêvent et malheureusement, les statistiques montrent que très peu d'entreprises sont formées, ont une démarche Lean, une démarche d'amélioration continue. On a des statistiques en Nouvelle-Aquitaine qui nous ont été données par la région qui sont de l'ordre de seulement 10% par exemple des PME ont une démarche d'amélioration continue, alors qu'en Allemagne on est plutôt à 20, 30, 40% selon les régions. Donc on est en France, on peut dire un peu en retard sur ce sujet. Et pourtant, comme le montre le petit schéma que j'ai mis sur cette slide, l'usine Nouvelle a fait une étude avec le cabinet KPMG en 2017 qui montre que toutes les entreprises qui ont mis en place du Lean ont pratiquement toutes constaté des améliorations de leur performance. Il faut lire le schéma. 44% des entreprises ont constaté 5 à 10% d'amélioration de leur performance, de leur rentabilité, 17%, 11 à 20% et 9% plus de 20% d'amélioration de leur rentabilité. Alors, il y en a 11% qui n'en ont constaté aucune et 19% moins de 5%. Mais enfin, ça fait quand même des résultats très positifs. Slide suivante. Si Charlotte, tu peux appuyer sur le bouton parce que la flèche verte va apparaître peut-être. Merci, voilà. Donc la première chose, nous semble-t-il, pour vraiment qu'une démarche d'amélioration continue fonctionne, comme le disait Charles, c'est que le PDG, les dirigeants, le COMEX de l'entreprise soient vraiment convaincus de la pertinence de cette démarche. Et puis une fois qu'on a cette volonté de la direction, ce qui nous semble important et ce qui est vraiment écrit, je dirais, dans les principes du Lean, c'est que toute l'entreprise soit sensibilisée au Lean. Donc, c'est la petite flèche verte. Et qu'est-ce que ça fait, cette petite flèche verte? Ça fait cette petite flèche jaune, c'est-à-dire que tout le monde a un vocabulaire commun. Ce vocabulaire, ça permet de mieux communiquer. On sait combien c'est important de communiquer et donc de créer la petite flèche bleue, c'est-à-dire des échanges entre les collaborateurs qui vont permettre à un moment donné de se sentir vraiment impliqués dans l'entreprise, d'avoir la possibilité d'agir sur l'entreprise et donc de créer cette boucle vertueuse de l'amélioration continue du Lean. Slide suivante. Alors, je ne sais pas si tu peux lancer la vidéo. Ouais, super. Donc voilà, pour nous chez Seven Shapes, comme l'a dit Philippe, on utilise le jeu vidéo pour former au Lean. Et vous voyez là, alors c'est très saccadé parce que je pense que la connexion est pas super, mais normalement c'est très fluide. On utilise donc une petite simulation d'entreprise. On est finalement comme un dieu qui regarde son entreprise, un dirigeant peut-être tout simplement qui regarde son entreprise, et ça permet à n'importe qui veut se former au Lean d'avoir cette vue d'ensemble des processus, des flux de l'entreprise, de voir l'impact du poste A sur le poste B, de l'impact de la logistique sur le manufacturing et sur l'office, etc. Donc c'est grâce à cette petite simulation qui permet de se
de prendre ce recul nécessaire pour voir, je dirais, l'entreprise dans l'entièreté de ses flux que nous utilisons et qui permet aussi de mettre en place les principes qu'on apprend dans nos formations de manière très pratique et donc d'expérimenter. Les neurosciences ont montré que pour apprendre, il faut se tromper, il faut mettre en place, il faut s'immerger, il faut interagir et expérimenter. Et donc, c'est pour ça que nous utilisons ce petit sim entreprise, cette petite simulation d'entreprise pour aider nos apprenants à apprendre, à expérimenter le Lean. Slide suivante. Alors, cependant, nous avons différents parcours pour amener les apprenants d'un stade d'initiation au Lean à un stade de capacité à manager des chantiers Lean, des chantiers d'amélioration continue. Donc, il se trouve que le monde du Lean, à la manière du monde du judo, puisqu'il vient du Japon, est codifié en ceintures. Donc, on a la ceinture blanche, la ceinture jaune, la ceinture verte et même la ceinture noire. Chez Seven Shapes, donc, on permet à nos apprenants de passer par ces différentes étapes. Le niveau donc white belt, qui est un parcours avec qui dure à peu près 2-3 heures, qui permet à la fois d'apprendre un certain nombre de principes, les 7 gaspillages, la valeur ajoutée, la non-valeur ajoutée, mais aussi finalement de commencer à mettre en place du Lean au niveau du poste de travail, parce que c'est un parcours qui s'adresse plutôt aux opérateurs, d'où la petite image que vous voyez à droite avec un mini-jeu autour du 5S. Slide suivante. Et une fois que l'ensemble de l'entreprise a été formé au white belt, certains voudront passer au niveau yellow belt pour pouvoir être acteurs de chantier Lean dans l'entreprise. À ce moment-là, on va passer sur des principes un petit peu plus compliqués. On va parler du temps de traversée, de la notion d'encours, on va donc apprendre par exemple la loi de Little. On va aussi, dans notre entreprise, pouvoir mettre en place une VSM très simplifiée, mais qui va permettre de faire ressortir des indicateurs. Slide suivante. Là, on est sur un parcours entre 15 et 20 heures, et c'est par ailleurs un parcours qui, si on le fait de manière certifiante, et nous, on le fait chez Seven Shapes, peut être pris en charge à 100% par le CPF ou par les OPCO pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et en ce moment, il y a des dispositions très, très avantageuses à travers le FNE, même pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, vous pouvez vraiment faire financer ces formations certifiantes Yellow Belt par l'État actuellement. Donc, c'est vraiment, ça serait dommage de s'en priver. Et puis, vous pouvez aussi donc amener vos apprenants à ce niveau Green Belt qui va encore plus loin, va vous permettre d'apprendre le Kanban, par exemple, mais aussi à gérer un mix produit, enfin bref, de la complexité dans les chantiers. Et là, on est plutôt sur un temps de formation aux alentours de 30 heures. Mais chez Seven Shapes, on arrive à former quelqu'un au Green Belt en 2 mois à travers l'étalement de ces 30 heures à hauteur à peu près de 2 heures par jour et des classes virtuelles qui viennent parsemer le chemin de l'apprenant. Et de là aussi, donc, si vous faites faire ça de manière certifiante, c'est tout à fait pris en charge à 100%, soit par le CPF de l'employé, soit par les OPCO, soit par le FNE. Et chez Seven Shapes, comme le disait Philippe, on travaille actuellement sur une version Green Lean. Alors, qu'est-ce que c'est? Slide suivante, merci Charlotte. Le Green Lean, en fait, va permettre de rajouter des indicateurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un parcours qui va sortir à la fin de cette année chez nous. C'est un parcours donc, où on va apprendre aux joueurs à identifier, à mettre en place des indicateurs qui vont permettre de calculer quelles sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par son entreprise à tous les niveaux. Et comme on le sait de plus en plus, les gaz à effet de serre, malheureusement, ils sont souvent émis en amont ou en aval de l'entreprise. Donc, on va avoir une vision encore plus large, côté fournisseur, côté matière, côté modèle économique aussi. Slide suivante. Et on va mettre en place donc tout un tas d'indicateurs qui vont avoir une influence non plus seulement sur la trésorerie de l'entreprise. On voit à droite les 3 indicateurs du Lean Green. On aura donc
l'indicateur de trésorerie, qui est un indicateur habituel dans le monde, je dirais, dans lequel on a l'habitude de vivre, mais on va aussi avoir un indicateur climat qui peut, comme on l'a vu avec la crise de la Covid, avoir une influence sur nos entreprises. Donc, si on gère très mal son entreprise, comme notre entreprise est un peu une entreprise monde, on va avoir un impact sur le climat qui va éventuellement se dégrader et générer des problèmes qui peuvent avoir un impact tel sur notre entreprise qu'elle peut être en condition de défaite, elle peut être game over. Et pareil du côté des salariés, donc c'est le bien-être qui va être lui aussi impacté par ce climat qui peut faire que les gens ne viennent plus travailler pour X ou Y raison. Voilà, je m'arrête là et je vais passer la parole à Arnaud. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Arnaud Favareil, dirigeant de la société ITK. On est spécialisé dans la visualisation et la digitalisation des processus et je vais essayer de vous expliquer un peu l'apport du digital par rapport au Lean. Slide suivante. Tout d'abord, je tiens à préciser que le digital, c'est pas la panacée par rapport au Lean. C'est pas parce que vous allez acheter des écrans tactiles et vous allez les déployer dans votre entreprise que avec des outils digitaux Lean que vous allez tout de suite passer au Lean. Il faut vraiment que le concept et la démarche soient bien intégrés et en place auprès du dirigeant, des managers et des salariés pour qu'ensuite vous puissiez intégrer des outils digitaux. Ces outils digitaux améliorent notamment 3 points principaux qui sont au niveau de l'investissement et de la gestion des rituels, les rituels quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, suivant ce que vous avez mis en place. Tout ce qui est amélioration de la communication grâce au management visuel et les différents outils, que ce soit les écrans tactiles, les tablettes, les smartphones qui ont été déployés ensuite au sein de votre entreprise. Et puis, troisièmement, la partie amélioration continue avec le déclenchement des actions et tout ce qui est création de fiches d'amélioration continue et surtout du suivi de ces fiches. Slide suivante. Voilà, sur la première slide, vous voyez tout ce qui est aujourd'hui, ce qui existe dans la majorité des entreprises du monde entier, tout ce qui est totem papier, qui peuvent être remplacés aujourd'hui par des écrans digitaux, tactiles. Un des premiers apports, c'est l'attention de votre audience, puisque vous vous concentrez par votre discours et l'attention de vos collaborateurs ne sont portés que sur ce dont vous parlez. Avec le totem papier, toutes les informations sont accessibles et à la limite, un collaborateur qui est concerné que par la sécurité va tout de suite voir la partie qui le concerne et va peut-être moins ou peu écouter la suite. Avec les outils qui existent aujourd'hui, ils sont obligés d'écouter tout le brief d'équipe avec les domaines, les rubriques standards, sécurité, production, activité et vie d'équipe. Sur la deuxième partie, c'est évidemment le gain pour aller ensuite créer ces rituels. Alors tout dépend de comment la démarche a été mise en place au sein de l'entreprise. Il y a certaines entreprises qui demandent un gain notable par rapport à leur manager à la création de ces rituels, et donc il y a beaucoup d'informations qui sont intégrés automatiquement dans le système. On va chercher dans le RP, dans le MES, les informations de la veille liées à la production. Et il y a d'autres entreprises qui préfèrent justement, parce que ça fait partie de la démarche Lean qui est mise dans certaines entreprises, que les collaborateurs se parlent. Donc les managers vont chercher des informations auprès des conducteurs de ligne. Donc voilà, tout dépend comment la démarche a été déployée au sein de l'entreprise. Et les outils digitaux sont juste là pour retranscrire ce qui a été mis en place comme démarche. Ils sont pas là pour, imposer un processus Lean. Ils s'adaptent complètement au processus Lean hors digital qui a été mis en place en amont.
Enfin, la troisième partie, c'est ce que je vous disais sur la partie des actions à lancer, hein, les fiches d'amélioration continue, les fameuses fiches en T, hein, qu'on trouve partout et qu'on remplit dès qu'on voit un problème. Alors ces fiches, elles sont parfaites, mais c'est un des premiers soucis, c'était dans l'historisation, l'archivage, ou tout du moins, on va dire vulgairement, la disparition de certaines fiches quand ça faisait un moment qu'elles traînaient et puis qu'on n'avait pas trouvé de solution pour les résoudre. Et ben là, avec les outils digitaux, comme vous connaissez, il y a des rappels automatiques, il y a un workflow qui est mis en place, il y a des actions qui sont lancées avec des titulaires qui sont de ces actions. Donc, on est obligé de les résoudre. Et derrière, on peut avoir des statistiques qui permettent de voir le taux, la durée de résolution des actions. Voilà. Donc, ça permet en fait d'encadrer et de toute la partie workflow des fichiers. Slide suivante. Alors, en résumé, en termes d'outils digitaux, il y a les écrans tactiles forcément, puisque par rapport au rituel, ils sont importants et ils permettent de rassembler les équipes autour de ces écrans tactiles. Mais il y a aussi tout ce qui est, vous pouvez avoir les mêmes outils qui communiquent entre eux sur des tablettes ou des smartphones. Ça permet notamment pour la gestion des fiches d'amélioration continue, de créer des fiches. Je vois un problème, je vois une palette qui n'est pas à sa place. Je prends en photo, je crée la fiche, elle est tout de suite pushée sur le SI. Donc, il y a une historisation de toutes ces données. Il y a un lien qui est fait très rapidement avec le SI, hein, parce que c'est des outils très flexibles. Je vous dis, ça peut aller sur des choses très complexes où je vais chercher des données, par exemple dans SAP, je vais juste récupérer un chiffre dans un tableur Excel qui est à tel endroit sur le réseau interne. Donc, ça s'adapte vraiment très bien à la taille de l'entreprise, que ça soit une PME, une ETI ou un grand compte. Ça réduit beaucoup, en fait, il y a un gain de temps significatif au niveau des managers sur la gestion justement de la partie rituel et approfondissement, hein, puisqu'il y a des rituels quotidiens, hebdomadaires, et puis quand on doit reporter au N+1 ou N+2, il y a des rituels mensuels ou trimestriels. Et il y a une continuité de l'information puisque tout le monde a accès, les outils sont accessibles d'un PC standard, d'un smartphone, je me connecte à l'écran tactile. L'écran devient aussi un outil, on a remarqué qu'il y a un taux d'adhésion en fait supérieur, par exemple, de création de fiches supérieure d'amélioration continue par rapport à certaines populations. Puisque créer une fiche en écrivant une fiche analogique, si on a des difficultés d'orthographe ou d'écriture, c'est pas simple au sein de certaines entreprises de pouvoir créer des fiches devant ses collègues. Bon là, avec les outils digitaux, vous faites plus de fautes d'orthographe, vous voyez un problème, vous tapez tout simplement, et il y a une appréhension de toutes les générations, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. En tout cas, moi, c'est une des a priori que j'avais par rapport à ces outils-là, notamment le tactile, qui est très bien pris en charge par toutes les générations. Slide suivante. Donc, en résumé, la communication est facilitée. L'implication de tous est augmentée, mais il faut qu'elle soit là en amont, c'est ce que je le disais, hein, le digital ne fait pas tout. Il y a un aspect RH non négligeable par rapport aux nouvelles générations. Les jeunes salariés ont sont tous tombés dans le numérique étant petits, et les fiches papier, les totems papier, ils ont un peu de mal à revenir vers ça, alors que si on les met tout de suite devant des outils qu'ils connaissent parfaitement en dehors de l'entreprise, il y a une intégration parfaite et ça peut devenir, nous on l'a vu, on a cette expérience de très bons managers de lean grâce à ces outils-là.
Et par rapport actuellement à la crise du Covid, ces outils peuvent fonctionner aussi à distance, hein, puisque voilà, c'est une architecture serveur-client. Donc on peut être en télétravail, on peut créer ses totems, ses fiches, les diffuser auprès de ses équipes et les consignes sans aucun problème. Voilà. En résumé, c'est le Lean digital, c'est complémentaire. Voilà, il faut vraiment que vous soyez passé par Charles, Frédéric, et ensuite, voilà, vous pouvez passer au digital. Et je laisse la place à mon collègue suivant. Merci. Merci. Vous pouvez passer le premier slide peut-être sur Proditech. Donc, juste en 2 mots, présenter la société Proditech. Donc, on est une PME basée à Pessac. On fabrique des machines d'inspection automatique pour la qualité sur 2 marchés principaux. Le marché de la monnaie et le marché historique, hein, qui représente une quinzaine de % du chiffre d'affaires. Donc, on voit les défauts à rejeter sur les lignes de fabrication. Et le premier marché de Proditech, c'est le marché de la pharmacie, avec le contrôle automatique des comprimés et des gélules pharmaceutiques. Donc, ce sont des marchés de niche très technologiques. On va utiliser des caméras, on va utiliser de l'informatique, de l'électronique pour aller détecter à très haute cadence. On peut contrôler plus de 300 000 objets par heure avec des précisions extrêmes en dessous du dixième de millimètre pour aller voir les défauts. Et en fait, pourquoi le Lean chez nous, c'est que on n'a pas attendu le Covid pour avoir des situations de marché compliquées. Nos principaux concurrents sont asiatiques. On a un japonais qui est extrêmement fort et qui met la pression très forte en termes de qualité produit. C'est-à-dire, ce sont des machines qui marchent extrêmement bien et tout le temps en production. On a des Coréens qui nous mettent la pression en termes de prix, puisqu'ils sont capables d'avoir des prix de marché, en tout cas sur leur marché domestique, beaucoup plus bas que ce qu'on est capable de faire nous. Et donc, on se bat dans ce marché mondial, puisqu'on fait 95% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et donc, ça nous a amené à nous poser beaucoup de questions quand même sur notre façon de travailler. Et ça nous a amené justement en 2011 à nous lancer dans une démarche de transformation de l'entreprise sur une démarche de lean management. Donc, le slide suivant. Voilà, donc ça, c'est un point que je voulais faire, c'est la relation finalement. Donc, ça, c'est un slide et une photo que j'ai prise sur un déplacement au Japon, sur une visite de Toyota. Et donc, j'ai mis du temps quand même à comprendre cette phrase et surtout le lien entre tout ce qu'on vous présente sur le Lean, c'est-à-dire des outils, des principes, avec à quoi ça sert tout ça. Donc, nous, à Proditech, on a compris que tout ça, c'était au service d'une seule chose, c'est de développer les personnes. Et en fait, les produits, notamment en tout cas nos produits, au début, on pensait que ça allait se faire, on allait faire de la R&D par des bons processus. Et en fait, on a compris à la dure, puisque vous savez que la R&D, c'est quand même compliqué. Il y a pas mal d'échecs, ça coûte cher. Et on a compris à la dure que finalement, on n'avait pas d'autre choix que d'avoir des meilleures personnes pour pouvoir faire des meilleurs produits. Et c'est ça que ça veut dire vraiment cette phrase-là, making things means making people. Et on voit que tous ces outils, tous ces principes, c'est à gauche, c'est la maison Toyota, sont au service du développement des personnes. Donc j'ai deux exemples. Un premier, c'est le pilier de droite qui va s'intéresser à la qualité en fait, et un principe très fort qui est l'arrêt au défaut. Donc nous, dans nos ateliers, par exemple, on a des paperboards où on va écrire dès qu'il y a un moindre petit défaut, on va s'arrêter et écrire et formuler une démarche de résolution de problème en 4-5 points très très rapidement pour pouvoir former les gens à ce qu'ils soient à l'aise à discuter des problèmes, à faire remonter les problèmes et à être finalement des professionnels de la résolution de problèmes. C'est ça qu'on cherche à faire. Et le deuxième pilier à gauche, c'est le flux, en fait, le juste à temps. Et pareil, ce flux-là, on va tendre le flux pour pouvoir faire remonter des problèmes et pouvoir apprendre au travers de ces problèmes-là et devenir meilleur. Donc, si on regarde que la partie gauche, on peut dire que tous les outils, ça va optimiser les processus de l'entreprise. Mais en fait, nous, on le voit différemment. C'est tous ces outils-là vont faire remonter plus de problèmes pour pouvoir développer les gens. Et une fois que les gens sont développés, c'est eux qui vont mettre en place, bien sûr, des processus et les améliorer tout le temps. Donc, on va leur donner cette capacité. Le slide suivant.
Le deuxième point qui est important, c'est que tout ça, ça nous amène à changer de façon de penser. Donc ça, c'est un schéma qui sort d'un livre que je vous conseille qui s'appelle La stratégie Lean et qui définit finalement une façon traditionnelle de réfléchir que vous allez voir pratiquement dans toutes les entreprises versus une nouvelle façon de réfléchir. Donc la façon traditionnelle à gauche, vous la connaissez tous, c'est celle que vous pratiquez généralement dans les entreprises. Donc on définit les choses, on décide, tout ça c'est la stratégie. Et ensuite, on va exécuter la stratégie. Donc, on dirige, il y a des plans d'action. Et le dernier point qui est souvent oublié, c'est je démêle. C'est-à-dire mes plans d'action, je vais passer du temps à expliquer pourquoi j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe, voilà, tout ça, tous mes problèmes. Et en fait, dans cette façon traditionnelle de penser, on va séparer la stratégie et l'exécution. Donc ça, c'est un point qui est aussi très important par rapport au Lean, c'est que c'est le schéma de droite. On ne sépare plus la stratégie et l'exécution, on va faire les deux ensemble. Et donc, on va se mettre ensemble à chercher les problèmes. Et le point suivant, c'est qu'on va s'y confronter. Et ensuite, on va cadrer l'espace de réflexion et on va demander aux gens de construire dans cet espace de réflexion. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Et évidemment, changer, c'est ça le Lean pour moi, c'est passer de la partie gauche à la partie droite. C'est au fur et à mesure de la résolution de problèmes, en utilisant les outils Lean, on est capable de changer notre façon de voir les choses et de pouvoir adresser ensuite les problèmes de façon complètement différente. Donc ça, c'est un point fondamental qui est assez bien expliqué dans cet outil, dans ce bouquin. Le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'il fallait développer les gens, la question c'est comment il faut faire et qu'est-ce qui est la difficulté majeure. Et ça, c'est un schéma que j'aime bien puisque ça explique assez bien finalement la démarche d'apprentissage. Le Lean, c'est de l'apprentissage. Et donc et c'est pour ça que c'est dur. Ce schéma explique pourquoi c'est difficile le Lean. C'est qu'il faut passer par ces phases-là, par 3 phases généralement, pour pouvoir avancer. Et il faut faire passer les gens dans ces phases-là. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'au début, finalement, on ne sait pas. Et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc c'est une phase où c'est assez facile parce que les gens sont capables d'apprendre. Mais la phase 2, c'est qu'ils pensent ensuite savoir. Par contre, ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et donc là, c'est la phase qu'il faut passer assez rapidement parce que derrière, on veut avancer vers je sais vraiment ce que je sais et finalement, je vois que je ne sais pas grand-chose. Par contre, je sais ce que je ne sais pas. Et en fait, le Lean vous donne une vision beaucoup plus claire de ce que vous ne savez pas. Et c'est pour ça que c'est un long chemin. Parce qu'une fois qu'on est tranquille avec ça, c'est-à-dire je sais vraiment quelques points qui sont sûrs, derrière, je vais m'engager avec les autres pour aller découvrir tout ce que je ne sais pas. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, sur ce point-là, c'est beaucoup appliqué sur la partie R&D, j'en parlais tout à l'heure. À un moment donné, nous, on fabriquait des cartes électroniques pour supporter nos algorithmes et vous comprenez bien la puissance de traitement est un des points clés de nos machines. Et là-dessus, par exemple, nos ingénieurs ont toujours, et historiquement, on a toujours développé nos cartes pour être maîtres de cette puissance. Jusqu'au moment où on a pris quelqu'un qui ne connaissait pas puisqu'il était débutant dans la boîte et on lui a dit essaye de regarder qu'est-ce que ça pourrait faire si je te donne un petit Raspberry Pi à 20 €, mets-moi nos algorithmes. Il nous a dit ok, il me manque 30% de puissance. Donc on lui a acheté un autre petit ordinateur, un petit PC à 90 €. Il nous a dit ça va 2 fois plus vite que vos cartes. Donc quand on est depuis 20 ans à faire ses propres cartes électroniques en pensant que c'est la meilleure solution et que tout d'un coup on découvre qu'en investissant 90 € par carte, on va 3 fois plus vite et finalement on craque le problème de puissance de calcul. Et tout ça, ça vient parce qu'il y a les téléphones portables qui proposent aujourd'hui ce type de puissance de calcul. Au début, on se prend quand même une sacrée claque et ensuite, on voit que ça nous ouvre des opportunités assez grandes pour les prochaines générations de produits. Donc ça, c'est juste un exemple pour montrer que en fait, à ce moment-là, on devient les chefs d'entreprise. Son rôle, c'est de définir et de trouver les bonnes personnes sur lesquelles on va miser pour pouvoir développer leur apprentissage. Et donc, ça devient le métier du chef d'entreprise de voir son entreprise comme une somme de personnes sur laquelle on va investir et on sait exactement avec les outils les faire progresser sur les points qui sont intéressants pour l'entreprise.
Et le dernier point, c'est, on a parlé, Charles en a parlé au tout début, c'est l'aspect de Sensei. Donc toute cette démarche-là, et notamment en tant que chef d'entreprise, c'est pratiquement impossible de la faire tout seul, puisque dans la logique, il faut bien comprendre, le chef d'entreprise va chercher à développer les personnes, mais qui c'est qui va chercher à développer le chef d'entreprise? Donc le chef d'entreprise doit aussi avoir ce qu'on appelle un Sensei qui va l'aider finalement à se développer lui-même et à commencer au fur et à mesure à voir les choses de façon différente. Donc moi j'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui est reconnu mondialement, qui s'appelle Michael Palais, et qui m'aide. Alors donc le principe c'est une fois par mois, il vient dans mon entreprise et puis on va sur le terrain ensemble et on prend des problèmes au hasard. Hein. On n'a pas besoin de sélectionner ou de faire des plans. On va vraiment au hasard et en fait on tire ce qu'on appelle la pelote de laine sur chaque problème. On va venir discuter. Et une des compétences qui m'aide à développer, c'est une capacité à faire le lien. Tout à l'heure, j'ai parlé de stratégie d'exécution, c'est faire le lien entre le détail et le global. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain s'intéresser à des tout petits points de détail, et c'est ça qui est assez perturbant aussi dans les démarches Lean, c'est qu'au niveau dirigeant, on s'intéresse à des tout petits points pour en tirer des enseignements qui sont beaucoup plus généraux, et ça s'apprend. On est capable en tant que dirigeant ensuite à faire ce qu'on appelle l'hélicoptère, à passer du très général au très spécifique, et à faire des allers-retours constants entre ces deux parties. Et ça nous donne un éclairage complètement différent de la réalité de l'entreprise et effectivement des décisions stratégiques qui peuvent être prises. Donc ça, c'est deux bouquins que je vous conseille aussi de lire, alors l'un qui explique le rôle du sensei, je pense que c'est un point vraiment critique. Et le deuxième, c'est un bouquin qui vient juste de sortir qui vous donnera des exemples finalement de parcours Lean d'entreprise française. Donc c'est aussi important de noter qu'on a aussi un très bon vivier de chefs d'entreprise et d'entreprises Lean en France. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Écoute, Christophe, merci beaucoup pour ce dernier témoignage. Et je vous propose que l'on passe maintenant, que l'on fasse monter sur scène un petit peu tous nos intervenants et que l'on puisse s'accorder un petit moment de questions-réponses avec notre auditoire. Donc, je vois des merci pour cette excellente présentation. Donc, je partage effectivement. Alors, allez, comme il faut chauffer la salle, moi je commencerai par poser une première question à nos intervenants. Bon, bien souvent, quand on est en entreprise et surtout dans ces moments un petit peu tendus, on a souvent des velléités pour changer les choses, pour vite s'adapter et pour avoir une certaine immédiateté, disons, dans les gains ou autres. Et de votre expérience, est-ce qu'il y a, comment dirais-je, un temps certain ou un certain temps à mettre en place une démarche Lean, mais qui soit vraiment ancrée comme étant devenue une philosophie partagée, disons, par tous les acteurs de l'entreprise? Est-ce que c'est une affaire de mois, d'années? Christophe, pour Charles ou Christophe? Je dirais Christophe. Allez, je peux m'y coller. Alors, donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est revenir sur cette courbe d'apprentissage. En fait, il n'existe pas de point où ça va bien. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, on part sur un chemin et on continue le chemin. Et ce que j'ai dit, plus on avance sur le chemin, plus on s'aperçoit de ce qu'il y a à faire. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne position, de mauvaise position. Il faut juste démarrer. Et avec le principe que si on démarre, on est juste un peu meilleur que la fois d'avant. Donc, on avance et le Lean nous permet au moins de se dire qu'on avance dans une direction qui est pas j'ai employé ce mot, déconnante, entre guillemets. Parce que c'est aussi le problème, c'est quand on est dans ces crises-là, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que tout est ouvert. C'est-à-dire la créativité amène à j'ai des idées, tiens, je vais aller à droite. Et le coup d'après, j'ai une autre idée, tiens, je vais aller à gauche. Et ils définissent l'agilité comme la capacité de changer très vite dans une ou l'autre direction. Le Lean nous empêche de faire ça. C'est l'inverse de faire ça. C'est-à-dire qu'on a des principes, on comprend les choses, et quand on a compris, alors on peut aller vite, on peut aller changer très vite.
mais dans une direction dont on est à peu près sûr. C'est la grosse différence. Et quand on n'a pas compris, on va ralentir. On va faire l'inverse de bouger dans tous les sens. Parce qu'on sait qu'on n'a pas compris les choses. Donc c'est vraiment une démarche très particulière. Et par rapport à cette définition de l'agilité où j'entends beaucoup, je suis très agile et je bouge, je m'adapte en permanence, etc. Ça, c'est vraiment très général. Nous, on va être très, très lent sur certains points et très, très rapide sur certains autres. Alors, j'avais une question qui m'arrive également, c'est est-ce qu'on peut imaginer une organisation d'entreprise efficace sans toutefois passer par le Lean? Il y a sûrement d'autres organisations, mais ces organisations, alors déjà, pour revenir sur le Lean, ça n'est pas une organisation, parce qu'on part d'où on est et on va où on ira et on chemine. Donc, il n'y a pas d'organisation ou de meilleure organisation qu'une autre. Il y a sûrement plein de bonnes opportunités et plein d'organisations qui sont tout à fait possibles. Par contre, ce que nous a montré le Lean, c'est qu'en période de très, très gros bouleversements dans lequel on se trouve, c'est-à-dire où il y a beaucoup de complexité, le Lean est très fort pour pouvoir mettre en place des façons d'agir qui nous évitent de nous tromper. Comme le disait Christophe à l'instant, il y a des choses à respecter et l'expérience que nous amène Toyota sur ce Lean très orthodoxe et qui jusqu'à présent ne nous a pas fait défaut, et quel que soit le domaine dans lequel on soit intervenu, nous dit qu'à ce moment-là, il est bon de ralentir. À ce moment-là, c'est que tu ne comprends pas cette situation-là. Donc, prends le temps de prendre le temps parce que, de toute façon, tu n'as pas de meilleure solution que de faire ça. Donc, les préceptes, on les prend pas, mais c'est pas du Lean. On veut essayer de faire du Lean, mais on n'est pas Lean. D'accord. Alors justement, tu évoquais la notion de Lean orthodoxe. Donc j'avais une remarque dans le chat. Il n'y a absolument, alors je sais pas, c'est un petit clin d'œil, il n'y a absolument pas de ceinture dans le Lean d'inspiration TPS, le Lean orthodoxe. Oui, mais la norme AFNOR a malgré tout repris cette notion de ceinture. C'est vrai qu'il fallait bien un peu codifier des parcours de formation. Et en tout cas, dans toutes les certifications en ligne, elles passent par cette notion de ceinture. Alors, je suis d'accord, il faut vite les enlever et mettre plutôt l'intelligence collective que des ceintures ou des bretelles au centre de son entreprise. Mais malgré tout, aujourd'hui, toutes les certifications, et d'ailleurs à l'international, passent par ces notions de ceinture et notamment le yellow, le green et le black belt. Non, mais je pense que c'était un petit coup d'œil, un petit clin d'œil taquin, mais bon, l'idée, elle est bien là. Hein. L'idée, c'est d'avancer, c'est de rebondir, c'est de progresser. Et comme disait Christophe tout à l'heure, il faut démarrer. Quoi. Voilà, c'est ce que personnellement je retiens. Alors maintenant, quels seraient les conseils que vous pourriez prodiguer? Parce que bien souvent, on s'aperçoit que dans le cadre, le Lean et très souvent, c'est ce que l'on constate dans le cadre de nos, de nos clusters ou de nos pôles de compétitivité, ces démarches-là, elles sont souvent ou très souvent ou le plus souvent initiées, disons, par des grosses sociétés. Par contre, comme le disait Frédéric tout à l'heure, dans les TPE, ça reste encore un petit peu marginal. Alors, quels seraient les conseils d'experts? Comment amener ce... Parce qu'on sent qu'il y a un bien, qu'il y a vraiment du potentiel derrière, et comment l'amener dans les TPE? Quels seraient vos conseils respectifs? Les conseils les plus simples, c'est de se dire, comme nous l'avons évoqué jusqu'à présent, mais c'est même pas pour abreuver nos chapelles respectives, c'est de se faire aider, parce que de toute façon, c'est trop compliqué que de le faire par soi-même. Ça nécessite une discipline, ça nécessite de vouloir et de se rendre sur le terrain pour, comme le disait Christophe, démêler la pelote. Ça nécessite de voir les choses que nous n'avons plus l'habitude de voir, comme, pour parler trivialement, les vaches au milieu des couloirs. C'est amener à
à découvrir tout ce que nous ne connaissons pas. Et donc, les premières choses, c'est de se dire, bah, écoutez, demandez de l'aide. Alors, il y a beaucoup de personnes qui font du Lean. Après, trouvez les bonnes personnes avec qui vous souhaitez le faire. Là, l'Institut Lean France peut vous aider et plein de personnes peuvent vous aider sur ce sujet-là. Il n'y a pas de départ. On part d'où on part. Et on part avec le niveau de conscience que l'on a. C'est apprendre à apprendre. Donc, on ne sait pas quel est le niveau de la personne que nous avons en face de nous. En parlant du chef d'entreprise, hein, c'est surtout le chef d'entreprise qui démarre. Hein. Il y a un rêve, moi je vois quand même pas mal de boîtes qui se lancent dans ces démarches-là ou qui mettent en place ces démarches-là. Il y a quand même un rêve et si vous regardez la façon de penser traditionnelle, en fait, les gens pensent traditionnel en disant ma stratégie c'est le Lean, donc je vais déployer. Et donc il y a un grand plan de déploiement du Lean dans l'entreprise. Donc en fait, on emploie une pensée traditionnelle pour mettre en place quelque chose qui est complètement différent de la pensée traditionnelle. Donc on comprend pourquoi ça fonctionne pas. Et souvent les consultants viennent avec justement cette pensée traditionnelle, parce que c'est ça qu'ils savent vendre, en disant voilà, moi j'ai déjà fait 10 plans de déploiement, donc je vais vous vendre le 11e. Et donc les gens s'y lancent. Donc tout ça c'est parfaitement documenté. On sait pourquoi ça ne fonctionne pas. Malheureusement, les gens continuent puisque ça correspond à l'état de l'entreprise à cet instant-là, où l'entreprise ne sait faire que ça, ne sait déployer des grands plans que de cette façon. Donc la façon de démarrer une ligne, c'est de démarrer complètement différemment. C'est justement, on va démarrer avec une personne et cette personne-là va essayer de comprendre quelque chose qui va engager une deuxième personne, une troisième personne. Donc malheureusement, il n'existe pas de plan de déploiement en fait, ça n'existe pas dans cette méthode-là. Donc, c'est souvent très compliqué, justement, à expliquer à des gens qui attendent des plans de déploiement que ça n'existe pas. Qu'il n'y aura jamais de plan de déploiement. Et un exemple que nous, on a, c'est que quand on a démarré à Proditech, on a démarré partout. C'est comme, je prends l'exemple, on met des cannes à pêche un peu partout. Le premier truc qui mord, on va voir. Donc, évidemment, on n'en sert absolument rien si ça va être, quand j'entends aujourd'hui le Lean Engineering, le Lean Office, le Lean machin, le Lean ci, ça veut rien dire. Et le Lean production, ça veut rien dire. C'est juste une façon de penser qui s'intéresse au problème. Et donc, on va aller regarder le problème qu'on a avec la première personne qui est OK pour nous parler du problème. Donc, généralement, c'est ça. Hein. Le premier sujet, c'est qui c'est qui est à l'aise pour nous parler des problèmes qu'il a. Généralement, les traditions et les cultures d'entreprise sont là plutôt pour mettre les problèmes sur la table et ne pas en faire état. Donc voilà, c'est aussi la difficulté. Donc les gens qui sont intéressés, ils devraient déjà commencer eux à s'intéresser, à lire des bouquins, aller dans les conférences. On a la conférence Lean à Paris au mois de septembre, octobre, je crois. Maintenant, ça a été décalé. Lyon. Alors ça a été décalé à Paris. Maintenant, avec le Covid, normalement, ça sera sur Paris. Voilà, donc aller dans ces conférences, c'était rencontrer des gens qui ont cette expérience de mettre en place chez eux du vrai Lean. Et évidemment, commencer à rencontrer d'autres personnes. En fait. C'est ça le conseil. Alors, je prends la main. Nous avons 2 questions. Arrivez-vous à transformer les cultures d'entreprise sur la base du Lean Management, comme certains y parviennent avec l'Agile? Donc pareil, enfin, en Lean, on parle assez peu de culture non plus. Tout ça, c'est des termes, c'est très très peu utilisé. En fait, on n'a qu'un seul point, c'est est-ce que les gens veulent apprendre ou veulent pas apprendre. Et en fait, on met en place un système dans lequel les gens vont être à l'aise pour apprendre. Donc, les gens qui sont volontaires pour apprendre vont tout d'un coup s'exprimer et on va leur laisser de la place. Mais on aura toujours des gens qui vont avoir peur d'apprendre ou qui considèrent que l'apprentissage, c'était quand ils ont fini l'école, c'est terminé. Il n'y a plus besoin d'apprendre dans une entreprise. On va suivre des process et dérouler des tâches. Donc en fait, on peut faire changer, c'est pas une culture d'entreprise, c'est on va faire changer personne par personne. Et c'est ça qui est difficile à voir, notamment avec une structure, c'est que c'est vraiment personne par personne et qu'au fur et à mesure, évidemment, quand il y a un groupe qui a changé, il va entraîner plus facilement d'autres personnes à changer. Et donc c'est une diffusion plutôt organique, personne par personne, qui va se produire. Donc, on cherche pas à changer complètement la culture d'entreprise. On cherche à changer les personnes.
Et en plus, on va partir de choses qu'on n'utilise pas jusqu'à présent, c'est-à-dire les irritants de ce que nous fait vivre l'entreprise, c'est-à-dire que, comme le disait tout à l'heure Christophe, les problèmes sont considérés comme quelque chose de formidable, comme étant un élément qui va amener à nous pointer un symptôme que l'entreprise est en train de vivre. Et si le chef d'entreprise ne s'implique pas à aller le voir, ce problème, et le partager avec ses collaborateurs, il ne va pas prendre et ne pas percevoir ces potentiels défauts ou éléments qui affectent le fonctionnement de l'entreprise. Et il peut y avoir donc mécompréhension entre les uns et les autres en disant « nous, on souffre de ça », et le chef ne comprend pas qu'il y a cet élément qui complique un peu tout ça. Donc le but, c'est d'aligner tout le monde. Comme le disait Christophe, de faire en sorte qu'on agisse. À partir du moment où on agit, avec ceux qui veulent agir, on avance et on comprend, on gagne sur la courbe d'apprentissage. Et c'est une démarche très, très organique et qui prend le temps qu'elle prend. Et de toute façon, elle ne s'arrête jamais à partir du moment où on l'a commencé. On va s'accorder encore quelques minutes parce qu'il y a des questions qui tombent. Le Lean est souvent associé à la réduction des gaspillages, augmentation des cadences, augmentation des performances, etc., ce qui conduit à un stress important et à un climat social difficile. Exemple, l'introduction du Lean dans l'hospitalier. Est-ce une vision réductrice du Lean ? Donc là, juste un point aussi quand même très important, c'est les gaspillages. Évidemment, c'est présenté comme ça, mais les réductions de gaspillage ou les améliorations du flux, ce sont des conséquences ce sont des conséquences, ce ne sont pas des objectifs. Donc évidemment, tout le monde cherche des objectifs. Donc quand on met un objectif de réduction des gaspillages et qu'on n'a pas passé le temps de former les gens, d'être à l'aise dans la réduction des problèmes, on comprend très rapidement qu'on est capable, avec les outils, de serrer les gens pour réduire les gaspillages. Mais on fait exploser tout le monde. Donc, si on le prend complètement à l'envers, ça fait des dégâts énormes. Mais si on le prend par les personnes, évidemment, le reste, c'est des conséquences. Moi, j'ai un exemple où, à un moment donné, on a mis un peu de flux en 2011 au démarrage, en essayant d'apprendre là-dessus. La conséquence, on a doublé la trésorerie à la fin de l'année. Mais jamais on est parti en début d'année en disant on veut doubler la trésorerie. Mettons du Lean pour doubler la trésorerie, ça n'a aucun sens. C'est parce qu'on a travaillé avec une personne à comprendre les flux et on a fait une première action qu'au final, on a doublé la trésorerie. Donc les gaspillages, c'est la même chose. On va aller réduire les gaspillages, ça va être la conséquence du travail des personnes. Donc effectivement, c'est pas une misconception, c'est pas une mauvaise conception, c'est juste à l'envers. Je crois il était hyper important, effectivement, Christophe, de rappeler ces notions parce que c'est vrai que on se perd, dans le schéma traditionnel, on s'axe essentiellement sur des objectifs et sans forcément toujours se poser les bonnes questions de quoi mettre en place pour les atteindre, quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'il me semble qu'il faut, certes, que le chef d'entreprise soit formé et soit convaincu, mais il faut aussi qu'il apprenne à lâcher la responsabilité à ses collaborateurs et que ses collaborateurs fonctionnent de manière autonome sur la résolution des problèmes. D'où l'importance, en tout cas, nous, c'est notre conviction chez Seven Shapes, de former tout le monde. C'est pas, ça reste pas le chef d'entreprise qui va sur le terrain toute la journée pour discuter avec tout le monde. Il n'a pas le temps de faire ça. Il a d'autres préoccupations. Il doit s'occuper de stratégie. Bien sûr, il faut qu'il aille sur le terrain discuter avec tout le monde, mais il faut aussi que la culture de l'apprentissage, la culture de l'amélioration continue, la culture de la résolution de problèmes, elle fonctionne de manière autonome dans les équipes. Voilà. Pour revenir sur ce que je disais jusqu'avant, une petite dernière chose, c'est que les outils, on a parlé des outils, peuvent être utilisés, ils sont très très puissants, hein. Tous ces outils sont extrêmement puissants. Si on ne les met pas en place avec l'esprit qui va bien, en partant, comme le disait Christophe juste avant, sur les hommes et les personnes, on va faire du néo-taylorisme. On va faire une aliénation, on va avoir des gens qui vont subir ces outils, qui vont leur provoquer
on va dire, des troubles et qui vont dire mais on est dans une boîte de fous. Donc vraiment, attention, ce n'est pas les outils, on travaille sur l'homme et après l'appropriation, et Frédéric le disait tout à l'heure, de l'outil après par l'homme, en fait son outil, il l'aide et non pas le contraint. Alors, on va terminer par une dernière question. Quelle sera la place du Lean dans l'usine du futur ou Industrie 4.0 ? C'est un petit peu comme la philosophie, c'est la base de tout. Bah, écoutez, je laisserai Arnaud terminer. Moi, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'en fait, la place du lean ou d'une organisation ou d'une réflexion sur là où on veut aller, comment on embarque les bonhommes ou autre, est un préliminaire à toute digitalisation. Hein, quand on ne sait pas où on va, ben, on est un petit peu sûr d'arriver ailleurs, quoi. À un moment donné, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'il y ait une culture, il faut qu'il y ait une philosophie d'entreprise. Et l'outil ne servira qu'à sublimer un petit peu tout ça, mais pas l'inverse. Je veux dire, si les démarches ne sont pas comprises, si les démarches ne sont pas partagées, si le chef d'entreprise ne donne pas du sens, ben, c'est un petit peu ce que disait Arnaud, on peut investir des millions à mettre des tableaux tactiles partout, ça ne restera que du matériel inerte. Si derrière, il y a une vraie démarche qui tourne déjà sur le papier, qui tourne de façon frugale, et que tous les acteurs se sont appropriés, ben, j'ai envie de dire que le fait de numériser tout ça, on va introduire le facteur, disons, d'accélération qui va bien, le facteur d'aide qui va bien, éviter des ressaisies, bon. Et là, par contre, on va sublimer l'organisation que l'on aura mise en place. Personnellement, moi, c'est surtout comme ça que je le vois. Et Arnaud, toi qui es tu es l'homme du digital là-dedans. Quelle sera ta conclusion là-dessus? Non, mais tout à fait. C'est pas parce qu'on va acheter, on va déployer des écrans et des tablettes qu'on va devenir une usine ou être labellisé usine du futur. Hein. Ça passe pas par là. Il faut écouter le terrain et encore plus par rapport au lean, qu'il soit bien déployé, bien compris, que les process soient bien en place avant d'intégrer ou de déployer des outils digitaux qui sont des plus, hein, qui peuvent apporter des gains de temps, des ressaisies, comme tu disais, Philippe, tout à l'heure. Voilà. Mais c'est pas les outils qui vont faire la fonction. Hein. C'est vraiment les outils viennent se caler sur des processus compris et bien en place. Voilà, la technique doit être au service du contenu et du concept et pas l'inverse. Sinon, on rentre voilà dans du néo-taylorisme. J'aime bien l'expression, Charles. Voilà, on vient imposer des choses avec des outils et des cadres. Ça ne fonctionnera pas. Charlotte, juste une dernière. Oui, une dernière précision, quelques chiffres. Alors, en termes de coûts et de délai, les solutions digitales vont de quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros par mois. Et en termes de déploiement, puisque c'était une des questions tout à l'heure, on va de 1 mois à 3 mois suivant la taille de l'entreprise. Voilà. Très bien, merci Arnaud. Bon, on va clôturer ce webinaire. Je voulais vous remercier tous pour votre participation. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez encore remplir le sondage qui est en ligne. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire. Très bien, écoutez, merci à tous. Merci à tous nos intervenants. Merci à tous. Charles, Frédéric, Arnaud, Christophe, bravo. Vous nous avez allumé des petites lumières et je pense que voilà, parmi les auditeurs du jour, il en restera quelque chose. Et puis, je vous dis donc à très vite pour une prochaine édition sur le Lean et ses suites, j'espère. Merci Charlotte, merci Stéphanie. Au revoir. Merci Philippe. À bientôt. Au revoir. Philippe, merci À bientôt. Charlotte, à bientôt. Au revoir.